Contrairement à ce qu'a annoncé une certaine presse, il n'y a pas eu plénière mercredi 10 avril à Kampala pour discuter d'une quelconque ébauche d'un accord probable. Les conditions carcérales en RDC laissent à désirer. La ministre Mumba a proposé des pistes de solutions pour assurer la justice et combattre la corruption dans une approche globale. Antena, le journal Jenny Valiante. Il est 19h. Merci d'avoir choisi Antena pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'y a pas eu plénière entre les deux camps à Kampala ce mercredi 10 avril 2013. François Mwamba, l'un des délégués de Kinshasa, c'est pour parler, a affirmé que tout est fait pour faire triompher la cause nationale. Il faut le souligner aujourd'hui. Aucune partie n'a donné une ébauche d'accord aux facilitateurs. Et puis, le point de presse hebdomadaire des Nations Unies ce mercredi 10 avril 2013 s'est focalisé sur le calendrier du déploiement de la brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO au nord Kivu, malgré les menaces du M23 de poursuivre ses attaques. Les détails avec Mami Tambou, Patricia Moulier, Blaise Londa. Alors que le M23 désapprouve le déploiement de la brigade d'intervention spéciale au Nord Kivu, les préparatifs de son envoi avancent et l'heure est à la formation des unités. Encore le porte-parole civil de la MONUSCO, le calendrier du déploiement ne sera pas changé. Le M23 semble dire que ce déploiement va créer l'insécurité pour la population. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas cette brigade d'intervention qui va créer l'insécurité pour la population civile. Le M23 est déjà source d'insécurité de la population civile. Et comment cette brigade va-t-elle opérer dans les zones de l'Est de la République démocratique du Congo où il n'y a que des groupes armés? Elle va opérer de la façon la plus normale. Nous avons les moyens logistiques nécessaires pour les déployer. Et n'oubliez pas aussi que cette brigade d'intervention n'est pas appelée à travailler exclusivement de manière solitaire. Elle sera appelée à travailler de concert et en étroite coopération avec les troupes gouvernementales qui seront déployés dans certaines conditions en même temps que nous pour faire le même travail. Le fait que le Conseil de sécurité ait voté la résolution 2098 créant cette brigade n'exclut pas les solutions politiques. Les Nations Unies ne sont pas une organisation de va-t-en-guerre. Les Nations Unies utilisent toujours la guerre comme dernier recours. Cette résolution ne ferme pas du tout la porte à un processus politique. Sur le plan humanitaire, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, séjournera en RDC du 11 au 13 avril 2013. Et puis, le gouvernement de la RDC va bientôt lancer la campagne nationale de solidarité pour venir en aide aux populations de l'Est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 10 avril 2013 le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Charles Nawej, au cours d'une conférence de presse animée à son cabinet de travail. Et l'un des objectifs poursuivis est l'objectif est d'atténuer la situation de précarité que vivent les compatriotes de l'Est. Les détails avec Alain Kuka et Précieux Mangonzoy. C'est ce samedi 13 avril 2013 que va être lancée officiellement la campagne nationale de solidarité envers les populations de l'Est de la RDC meurtries par des guerres et conflits armés à répétition. Comme l'a rappelé le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Charles Nawej, cette campagne matérialise les différentes recommandations formulées notamment par les institutions du pays, le chef de l'État en premier qui en a appelé à la cohésion nationale. Mais pourquoi cette campagne ne concerne que les populations de l'Est alors que des sinistrés, on en trouve un peu partout dans le pays? Le drame tel qu'il se passe dans la partie Est n'a rien à voir avec ce qui se passe. Souvent dans la partie Ouest, ce sont des calamités, des catastrophes naturelles, les inondations. Les inondations, je ne minimise pas les inondations, il y a peut-être 4-5 morts et puis quelques maisons qui sont détruites. Mais par contre, quand on parle du nombre de morts dans le Nord Kivu, c'est par centaines, c'est par milliers. Donc nous intervenons aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. On est déjà intervenu dans les Bas-Congo. Vous avez suivi tous les événements qu'il y a eu au niveau du Bas-Congo. Nous sommes allés intervenir dans le Bas-Congo. On est allé intervenir dans le Bandundu, mais évidemment ça c'était surtout pour des problèmes de conflit des terres et pour des problèmes des accidents au niveau de la route.
Et là, nous sommes en train de partir pour aller intervenir au niveau de l'Équateur. Mais évidemment, les situations de guerre au nord, au sud Kivu, au Maniema, au Katanga et au niveau de la province orientale nous obligent d'aller plus intervenir. La présente campagne de solidarité nationale est placée sous le haut patronage de la première dame de la RDC, Olive Lembe Kabila, pour centraliser tous les dons en argent. Un compte bancaire a été ouvert et sera communiqué au public dans les prochaines heures. Les fonds reçus seront gérés par l'ONG Caritas. En tout cas, pour le ministre Charles Naouège, le maître mot de cette campagne est la transparence. La communauté internationale, d'une manière générale, et rwandaise en particulier, commémore cette semaine le génocide rwandais qui a fait plus de 800 000 morts selon les statistiques de l'ONU. Ce drame a pour genèse l'attentat de l'avion du feu président rwandais Juvenal Habyarimana en avril 1994 et qui est considéré comme le génocide le plus rapide qu'ait connu l'histoire de l'humanité. Commentaire Papi Katassi. Le génocide rwandais est un génocide qui eut lieu du 6 avril au 4 juillet 1994 au Rwanda, un pays d'Afrique de l'Est. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais constitué des Hutus au Front patriotique rwandais accusé par les autorités d'être essentiellement Tutsis. Le 1er octobre 1990, les Rwandais exilés et regroupés au sein du Front patriotique rwandais décidèrent de revenir au pays à partir de l'Ouganda et de prendre le pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises menèrent une double stratégie. Se défendre avec l'armée contre l'agression du Front patriotique rwandais et liquider tous les Tutsis de l'intérieur du Rwanda. Les autorités rwandaises perdirent la guerre civile au profit du Front patriotique rwandais, mais atteignirent en revanche leur objectif génocidaire contre les Tutsis. L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont trouvé la mort durant ces 3 mois. Ceux qui, parmi les Hutus, se sont montrés solidaires des Tutsis, ont été tués comme traîtres à la cause Hutu. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de plus de morts. La discrimination rwandaise entre Hutu et Tutsi, qui a atteint un point culminant en 1994, s'est construite dans un processus historique complexe entre la réalité de la population du Rwanda et la façon dont les colonisateurs, d'une part, et les divers Rwandais, d'autre part, l'ont perçu et expliqué. Dans cette histoire du Rwanda, se sont surajoutés de façon déterminante les avantages politiques successifs que ces divers acteurs ont cru pouvoir tirer de cette discrimination dès 1894 à 1962, puis jusqu'en 1994. À l'Assemblée nationale, un plan de réforme des conditions carcérales s'impose en RDC. C'est ce qu'on peut retenir de la question orale avec débat adressé au ministre de la Justice et Droits humains par le député national Crispin Bindoulé au cours de la plénière de ce mercredi 10 avril 2013. Laine Bouffandoboubou, notre spécialiste en questions parlementaires, sur les images de Blaise Londa. À travers sa question orale avec débat adressée au ministre de la Justice, Wiville Mumba, le député national Crispin Bindoulé Mitono s'est dit préoccupé des conditions pénitentiaires et estime que des mesures devraient être adoptées dans le meilleur délai par les autorités congolaises afin d'enrayer ce phénomène. En effet, les lieux de détention en République démocratique du Congo, à encore les lieux du peuple, seraient caractérisés par la surpopulation, la malnutrition et l'absence de soins médicaux. À cela, il faut ajouter le maigre budget alloué à l'administration pénitentiaire. Devant tous ces mots décriés, une thérapie s'impose. Et qu'il faudrait s'attaquer fermement aux causes profondes de la corruption et de la confusion dans notre pays. D'autre part, poursuivre et punir conformément à la loi et sans complaisance les auteurs de comportements ici décriés. Il appartient au gouvernement de trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions carcérales, d'assurer le respect des droits des personnes privées de liberté afin de réduire le nombre de décès en détention. D'autre part, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Bruno Kampanji, a été aussi l'autre député national ce mercredi 10 avril 2013. Le membre du gouvernement est venu répondre à la question orale avec débat relative au niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de la chute de Katende au Kasaï oriental. Et les députés provinciaux ont adopté le projet de résolution portant création des commissions d'enquête sur la gestion administrative et financière des communes de la ville de Kinshasa au cours de la plénière convoquée par son président. Les détails avec Africa Mujenga.
Deux points étaient à l'ordre du jour de la deuxième séance plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à savoir l'examen et l'adoption du projet de résolution portant création des commissions d'enquête sur la gestion administrative et financière des communes de la ville de Kinshasa et l'examen et l'adoption des termes de référence de la mission d'enquête confiée aux commissions de contrôle. Sur 48 députés qui comptent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 30 ont adopté à l'unanimité. Il est grand temps pour que les gens sachent si réellement le bourgmestre bénéficie de la rétrocession de l'exécutif provincial. S'ils reçoivent la rétrocession, ils doivent maintenant éclairer les députés l'affectation, l'imputation de cette rétrocession. Et à l'issue maintenant de cette mission, vous allez voir, il y aura des sanctions. Au final, 8 commissions ont été mises en place et les députés provinciaux ont 30 jours pour exécuter cette mission qui démarre le jeudi 11 avril 2013. En économie, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce mardi 9 avril 2013 la réunion thématique du groupe secteurs sociaux. Parmi les sujets abordés, on note le partenariat d'une institution médicale du groupe Orient du Proche-Orient pour l'hôpital du cinquantenaire. Jean-Louis Miaswekama pour les détails. Le groupe thématique secteurs sociaux du gouvernement a traité plusieurs dossiers comme le programme pays pour un travail décent, une recommandation de l'OIT pour le travail des jeunes. Au niveau du secteur de la santé, le ministre de tutelle a proposé le partenaire pour la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. Le groupe Sunrise Hospital, qui a un siège à Dubaï et qui a des représentations dans plusieurs pays, a été retenu pour pouvoir signer l'accord de partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à cet effet, la République démocratique du Congo, donc le gouvernement, s'engage à mettre un montant pour soutenir l'action et surtout le bon fonctionnement et la maintenance des équipements de cet hôpital. Toujours le ministre de la Santé a présenté un programme de réhabilitation et d'équipement des structures de santé sur l'ensemble du territoire national. Et dans un premier temps, 66 zones de santé ont été retenues pour recevoir le kit d'équipement tel que proposé par le ministre de la Santé. L'équipe secteurs sociaux a donné son quitus aux observations et suggestions du ministre des Affaires sociales, humanitaires et solidarité pour la proposition de loi sur la protection des personnes vivant avec handicap. L'auteur de ce texte est la députée nationale Eve Bazaïba. Il suffit de... Et dans un autre chapitre, démarrage ce 9 avril 2013 au centre Béthanie à la Gombe des travaux de l'atelier consacré à la validation du guide d'élaboration des politiques sectorielles et de formation des formateurs. Objectif, établir le lien entre les politiques sectorielles et les programmes du gouvernement devant être mis en œuvre. Polydor Ngaziami, Laetitia Tembone et Hugues Moussangilay. Cet atelier constitue un cadre de dialogue et d'échange entre les experts des ministères du Plan, de la Santé, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, de l'agriculture et développement rural et des ressources hydrauliques et électricité en vue de la validation du guide d'élaboration des politiques sectorielles et de formation des formateurs. Si pour le secrétaire général au plan, il est l'aboutissement d'un long processus, pour les directeurs pays du PNUD, il vient compléter ce dernier et le document présenté résulte d'un travail de fourmi. Aujourd'hui, une autre étape vient compléter ce processus et a pour objectif de permettre aux ministères clés de disposer d'un guide d'élaboration de leur stratégie. Un guide d'élaboration des politiques sectorielles est plus que nécessaire pour la RDC car il permettra d'exécuter avec efficacité les différents programmes du gouvernement. La validation de ces guides d'élaboration des politiques sectorielles revêt une importance capitale pour le renforcement du système de planification du développement en République démocratique du Congo, basé sur la gestion axée sur les résultats, retenu comme mode de gestion dans la mise en œuvre de la réforme des finances publiques dans notre pays. Après la validation du guide qui constitue un outil devant servir de modèle d'orientation, le ministère du Plan procédera avec ses partenaires à la formation des formateurs.
amener les acteurs des institutions financières à intégrer dans leur stratégie les règles de la finance responsable qui veut que le client, l'employé et l'environnement soient protégés. C'est l'objectif même du forum axé sur la finance responsable. Les détails encore une fois avec Polydor Ngaziami et Hugues Moussanguilay pour les images. Le forum sur la finance responsable ouvert ce 9 avril à Kinshasa réunit plusieurs acteurs issus des banques, institutions de microfinance, coopératives et autres pour non seulement débattre, transmettre le savoir-faire, partager les expériences, comprendre les enjeux et contraintes du secteur de la finance, mais aussi pour créer de nouveaux contacts. En effet, cette réalité presque inexistante en RDC représente un enjeu majeur dans la vie des entreprises car elle fait partie intégrante de leur mission et contribue au développement durable. On est en train de les sensibiliser pour leur montrer que l'adoption des règles de finances responsables devrait être perçue de leur part comme étant l'acquisition d'un avantage concurrentiel. Dans les différents exposés, il a été expliqué aux participants que la finance responsable est une approche de mise en œuvre par les institutions financières qui démontre un engagement dans la protection des droits des clients, des employés et de l'environnement. La finance responsable est une approche. C'est une façon de faire la finance qui concourt au respect et à la protection des clients. Et quand je parle de la protection des clients, par exemple, il faut donner du crédit qui n'amène pas au surendettement. Il faut aussi savoir qu'au cas où un client est en défaut de paiement, qu'il faut effectivement avoir des méthodes de recouvrement qui soient saines. Au cours de ces échanges et discussions, les acteurs ont entre autres évoqué les techniques les plus efficaces pour l'intégration de la politique de finances responsable dans la définition des stratégies respectives des institutions financières et entreprises. Pour rappel, le forum sur la finance responsable a été organisé par le Fonds pour l'inclusion financière en RD Congo avec l'appui du PNUD. Le procès chez BA s'est poursuivi ce mercredi 10 avril 2012 au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Et après avoir entendu les différentes parties, la haute cour militaire a suspendu les débats et a promis de se prononcer au cours de l'audience du 30 avril prochain. Encore une fois, Polydor Ngaziami. Poursuivi pour assassinat des cieux Tchebeya et Bazana, le commissaire supérieur principal Mukala Iwamateso et consorts ont comparu pour la énième fois au degré d'appel devant la haute cour militaire ce mardi 9 avril 2013 au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Mais alors que la haute cour militaire était sur le point d'examiner le fond de l'affaire, les avocats de la partie civile ont soulevé une nouvelle exception tendant à vérifier si le greffier a envoyé les exploits aux prévenus fugitifs par voie d'affichage ou au journal officiel dans le délai légal de 3 mois. Pour la chambre numéro 3 de la haute cour militaire présidée par le colonel magistrat Emmanuel Nsimba Binyamou, les citations à prévenus au domicile inconnu ont été réceptionnées au journal officiel en date du 13 décembre 2012. Les avocats de la partie civile ont relevé que cette date est antérieure à celle à laquelle la cour a rendu son arrêt qui a prescrit ce devoir au greffier. Les avocats de la défense, appuyés par ceux de la partie civilement responsable, ont soutenu que les parties civiles n'ont pas droit à la parole pour plaider sur la régularité de la saisine de la Cour par rapport aux prévenus, car ces derniers sont plutôt leurs clients. Ils demandent par conséquent à la haute cour militaire de rejeter cette exception et de poursuivre l'instruction au fond. Après avoir entendu les parties, la haute cour militaire a suspendu les débats et décidé de se prononcer à l'audience du 30 avril 2013. Tout à fait autre chose, l'association des corps scientifiques composée des assistants et des chefs des travaux a organisé une marche pacifique pour revendiquer l'augmentation de leur salaire ce mercredi 10 avril 2013. Elle était avec Anne-Marie Ossite, Hélène Kapakou et Juzan Belebele. Rassemblés à l'Académie des Beaux-Arts, les assistants chefs des travaux regroupés au sein du corps scientifique de la République démocratique du Congo. Ces enseignants ont été nombreux à marcher pour élever leurs protestations et réclamer une amélioration des salaires. L'ambiance a été celle de grogne. Il avait qui un rameau calico sifflé au-delà de leur savoir et craie blanche pour exiger de l'autorité un changement rapide. Après avoir revendiqué plusieurs fois nos droits, surtout nos salaires, en tout cas, nous avons l'impression que le gouvernement, à travers le Premier ministre, ne prend pas ça au sérieux. Cela se justifie par le fait que le professeur, qui est le corps académique, touche 2500 $, pendant que le chef de travaux, 400 $ et l'assistant, 200 $.
alors que c'est l'assistant et chef de travaux qui a le gros du travail. En tout cas, nous revendiquons une justice sociale. Ils sont dans l'éditoire tous les jours, ils assurent les TP, les interros, mais ils ne sont jamais payés. Nous demandons que la justice soit faite. Une fois arrivé à la primature, le corps scientifique a été empêché d'accéder au chef du gouvernement par la police. Néanmoins, il a par une délégation rencontré les Dirkaba. Nous avons conduit la délégation dont les collectifs des associations et cadres et syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire. En date du 11 mars, nous avons déposé notre mémorandum concernant la tension salariale qui existe au sein de notre corps. Et aujourd'hui, nous sommes descendus voir le Premier ministre pour nous enquérir de la suite de ces mémorandums. Le Premier ministre étant empêché, nous avons été reçus par son directeur du cabinet adjoint. Celui-ci, avec un climat très ouvert, nous avons discuté de toute la question. Et s'agissant d'une question technique, on ne pourrait pas, à un bâton magique, directement trouver des solutions et dire aux amis, voilà, nous passons de tel salaire à tel autre salaire. Et dans une semaine, nous allons nous retrouver pour continuer techniquement à arriver à une conclusion. Le corps scientifique est rentré avec une promesse ferme de s'entretenir avec le Premier ministre Matata Mponyo la semaine prochaine. Parlons santé, le monde entier a célébré le dimanche 7 avril la journée mondiale de la santé. À l'occasion, une étude a été faite pour éclairer l'opinion publique sur les aliments cariogènes et non cariogènes. Reportage pour Paul Ziakwao et Patricia Bassoua, notre spécialiste en questions sanitaires. De toutes les maladies buccales, la carie est la plus fréquente et la plus dévastatrice. Selon une campagne de soins dentaires organisée en son temps au centre hospitalier d'État de Kinshasa et au centre hospitalier de Monkali, les statistiques de l'activité se présentent comme suite. Sur 627 nombres de ces enregistrés, le centre hospitalier de Kinshasa a enregistré 460 malades atteints de la carie, dont 185 hommes et 275 femmes. Tandis que le centre hospitalier de Monkali a enregistré 167 malades, dont 66 hommes et 101 femmes. Le docteur M. Kalala de la clinique Ngaliema donne ici les facteurs favorisant la carie dentaire. Les aliments sont en général des aliments contenant du sucre. Ce sont ces aliments-là, lorsque quelqu'un a mangé, les sucres restent collés sur les surfaces dentaires et il y a des microbes qui se forment sous forme de ce qu'on appelle un biofilm. Au niveau des surfaces dentaires, et ces microbes-là vont commencer à digérer ces sucres-là et transformer ces sucres-là en acide lactique, et cet acide lactique va attaquer les tissus de la dent. Donc les tissus durs de la dent, je vois l'émail en premier lieu, et puis l'autre tissu dur dessus, ça sera la dentine. Le sucre et les acides sont les causes principales de la carie dentaire. Il est demandé d'observer une hygiène bucco-dentaire adéquate et appropriée. Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue nationale de football Division 1, l'association sportive avec Club de Kinshasa a affronté le Don Bosco de Lubumbashi ce mercredi 10 avril 2013 au stade des Martyrs de la Pentecôte en match aller. Nous sommes là en sport avec Patrick Borel-Moukendi. Une soirée cauchemardesque pour les Salésiens de Don Bosco de Lubumbashi qui ont été pulvérisés par les Dauphins Noirs de l'ASV Club sur le score de 4-1. Et Tekiama a été le premier à ouvrir les scores pour les Moscovites. Confondant vitesse et précipitation, Théo Mabila de Don Bosco a marqué contre son camp. Vers la fin de la première période, les capitaines Ebunga Simbi a été fauché dans la surface des réparations. Tagui Agiti par contre-pied a ramené le score à 3-0. Au retour des Citrons, profitant d'une bourde du gardien Lomboto, le Brazzaville de Don Bosco et Paco a sauvé l'honneur des Salésiens en marquant l'unique but de blé et blanc. À la 91e minute, Tagui Agiti et Tekama, le buteur maison, a ramené le score à 4-1. Se remettre dans le travail, il a fait ses alliés, tout ça les fautes, tout ça l'année prochaine dans la Ligue des Champions. Je crois dans l'engagement avec le BT supérieur, et en deuxième mi-temps on a avancé parce qu'on a pêché par la jeunesse, on a reculé et là on a renforcé défensivement, c'est là qu'on prend des buts. On ne peut pas laisser les adversaires tout seuls à l'image du 4e but, un joueur esselé dans la surface qui contrôle et qui marque. Donc je crois que c'est un pas d'apprentissage, mais en deuxième mi-temps il y a quand même du mieux. Les joueurs ont poussé, malheureusement il manquait cette fraîcheur physique. Jouer à 10 contre 20 clubs, 10 contre 11, je crois que c'était moins évident qu'on avait envisagé. Pour la 5e journée, l'ASV Club se rendra à Lubumbashi les dimanches prochains pour défier les Saint-Éloi Lupopo.
Les musulmans et les chrétiens coptes d'Égypte disent non à la division des religions. Unanimes, ils ont manifesté ce mercredi 10 avril 2013 dans les rues du Caire. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. Je ne suis ni chrétien ni musulman, je suis égyptien. Un slogan, une bannière brandie mardi soir dans la capitale égyptienne. Une centaine de manifestants réunis, copie du Coran aux côtés de la croix chrétienne pour signifier le ras-le-bol face aux affrontements entre communautés religieuses. Le peuple égyptien est là aujourd'hui pour dire que nous sommes un peuple uni, qui avance ensemble pour une cause. Nous voulons coexister, être égaux et que la loi soit égale pour tous. Message adressé principalement au président égyptien. Je veux dire à Mohamed Morsi qu'il est impossible d'imposer une seule culture, une seule idéologie. Nous sommes un peuple multiculturel. Mohamed Morsi accusé aussi mardi de négligence par le patriarche copte d'Égypte après de nouvelles violences meurtrières entre communautés religieuses. Des affrontements survenus dimanche lors des funérailles de 4 coptes. 4 personnes tuées avec un musulman vendredi dans un village au nord du Caire. Une foule compacte et en colère s'était rassemblée ici dimanche dans la cathédrale Saint-Marc du Caire. Tension extrême, quelques slogans hostiles au pouvoir islamiste fusent. À la sortie, des fidèles coptes sont attaqués. La police intervient, tire de gaz lacrymogène, 2 morts. Le président égyptien a condamné ces violences. Pas suffisant, répliquent les représentants de la communauté chrétienne en Égypte. Selon eux, les violences entre communautés religieuses ont atteint un niveau de chaos et le nouveau pouvoir islamiste ne fait rien pour les endiguer. Nous vous convions à présent à lire les journaux parus ce mercredi 10 avril 2013 dans la capitale, dans une sélection et un commentaire signé Sylvie Fortuné-Mboula pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité congolaise. Bonsoir. Le pourparler de Kampala, une plénière décisive aujourd'hui indique la prospérité. Arrivés depuis samedi dernier dans la capitale ougandaise, les négociateurs du gouvernement et leur vis-à-vis du 1-23 vont devoir s'affronter sur le plan des arguments. C'est mercredi 10 avril 2013. C'est après la séance de réouverture des travaux intervenue le lundi. Les divergences étant encore de taille, principalement au sujet des questions sécuritaires, économiques et politiques, les facilitateurs Crispus Kiyonga aura fort à faire pour départager le 2 groupes en présence. Le quotidien rappelle que là où ces mouvements rebelles avaient énervé Kinshasa, c'est au sujet des questions sécuritaires, la problématique de l'amnistie générale pour faits de guerre et faits insurrectionnels, la libération des détenus politiques et d'opinion ainsi que de prisonniers de guerre. Pour Kinshasa, l'objet du dialogue tel que défini par le chef d'État de la CIRGL était clairement stipulé que le gouvernement de la RDC va écouter le 1-23, évaluer et résoudre les doléances légitimes de ces derniers en tenant compte du travail déjà accompli par la CIRGL. Face à ces deux approches, les durs, faut-il l'avouer, reste à faire pour Crispus Kiyonga, conclut le confrère. Direction Nord Kivu, où la référence plus rapporte que la société civile dénonce la campagne d'intoxication du 1-23 contre la brigade de la MONUSCO. La semaine passée, indique le quotidien, le responsable politique et militaire du 1-23 ont multiplié des meetings à Kiwanja, Rutshuru Centre, Burumba et Kibaki, demandant à la population de manifester contre les déploiements prochains de cette brigade d'intervention des Nations Unies. Cette démarche de la rébellion est inacceptable, a soutenu le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, estimant qu'elle empêcherait le retour de la sécurité dans la province du Nord Kivu en proie de groupes armés tant nationaux qu'étrangers. La brigade d'intervention de la MONUSCO devrait être composée de 3069 militaires et disposer d'un mandat offensif. En parlant de cette brigade d'intervention, Pretoria confirme l'envoi de plusieurs centaines de soldats à l'est de la République démocratique du Congo, note de palmarès. Les contingents sud-africains déployés en République démocratique du Congo bénéficiera de l'appui de l'hélicoptère du combat Roivalt CHD-2. Le porte-parole de l'armée sud-africaine a confirmé que le gouvernement allait envoyer plusieurs centaines de soldats dans l'est de la RDC. Cette nouvelle est tombée comme un couperet alors que de nombreux Sud-Africains ont été choqués par la mort de 13 soldats des SANDF lors de la prise de Bangui par le rebelle de la Séléka le 23 mars 2013. Le quotidien cite le journal City Press qui, dans son édition dominicale, a annoncé que plusieurs centaines de tonnes de matériel ont été emballées
embarqués de Pretoria et Makad à bord d'avions cargo russes à destination de l'Ouganda, où l'armée sud-africaine devrait avoir une base près de la frontière avec la RDC. Dans un autre registre, le gouvernement menace d'appliquer les sanctions de 4 jours face à l'entêtement de transporteurs routiers, renseigne l'Observateur. En effet, dans un délai de 4 jours, tous les patrons de ces sociétés de transport, pour la plupart des expatriés qui ne se conformeront pas à ces protocoles, se verront tout simplement retirer l'autorisation de transport et la carte de travail ou visa de séjour. D'autres sanctions suivront. C'est ce qu'a dit en substance le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale dans une conférence de presse, un jour après le déclenchement d'une nouvelle grève par les chauffeurs et convoyeurs des véhicules poids lourds opérant sur la route Matadi-Kinshasa suite au non-respect des engagements pris par leurs employeurs. Nous allons terminer avec Congo News qui rapporte qu'un député accuse un sénateur à l'Équateur. Un élu contre un autre élu, tous deux du même district du Nord Ubongi. Le député national Antoine Zangui accuse le sénateur Dégué alias Zabina, ancien ministre de l'ESU, des détournements de deniers publics et bien destinés à la population du Nord Ubongi. Il a formulé son accusation à travers une requête adressée au procureur général de la République dans laquelle il sollicite la levée d'immunité d'Indégué. Et si nous réfléchissons un peu avec Jésus Lopez Pacheco, écrivain espagnol qui dit « Le mot pain est comme un coup de feu, quand une bouche affamée le prononce ». Ça sera tout pour ce soir. Terminé et bonne soirée chez vous. Fin de ce journal. Merci aux deux capitales proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne de référence Antenne A. Bonsoir.